Voilà, si vous êtes prêts, je vous propose de passer 1 heure et quart ensemble en fonction de vos questions sur cette première table ronde. L'objectif, c'est qu'on puisse avoir un temps de présentation et de témoignage d'une durée de 45 minutes et puis que très vite, on vous passe la parole pour que vous puissiez poser vos questions. Je m'appelle Émilie Garcia, moi je suis coopératrice au sein de Coaction depuis 2021, c'est assez récent, sur des activités de conseil et de formation en management. Avec nous aujourd'hui, nous accueillons Hélène qui va se présenter. Oui, bonjour à tous, je suis Hélène Arvan, chargée de mission à l'ARACT Nouvelle-Aquitaine, qui est l'agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Donc en gros, on accompagne tout type de structure et d'organisation dans des projets d'amélioration des conditions de travail pour que, je vais le dire simplement, les travailleurs puissent passer des bonnes journées au travail. Tout un challenge. Et nous avons donc Aurélie qui va se présenter également. Bonjour à tous et toutes, moi je suis Aurélie Monchani, je suis entrepreneur salarié associé chez Coaction et mes activités se centrent autour du compostage de proximité et de la permaculture. Merci Aurélie. Donc avant de démarrer et d'aller sur vos interventions en direct, quelques éléments de contexte. Pourquoi on a choisi ce thème du futur au travail? Parce qu'il est éminemment d'actualité, bien entendu. On est en période de rentrée pour les étudiants, pour la population active. Aujourd'hui, les 15-64 ans sont 68% à être en emploi. La situation de l'emploi s'améliore avec un taux de chômage à 7%. Et pourtant, et malgré ça, on a des difficultés de recrutement, on a une forme de crise de sens au travail, on a des salariés qui ont des attentes nouvelles, très fortes, on a des consommateurs qui attendent des entreprises de proposer de nouveaux modèles, une nouvelle vision. Et on a vraiment un rapport des Français au travail qui a radicalement changé depuis notamment ces 4 dernières années. Cette réflexion sur les futurs de l'entreprise, elle s'inscrit dans un monde qui est en métamorphose, qui est enclenché dans des formes de transition sur différents niveaux, au niveau local, au niveau global. On a une forme de crise qui semble devenir la norme d'existence. On a traversé donc une crise sanitaire, on a des crises sociétales, on a des crises économiques, et puis bien sûr on a une crise environnementale et aujourd'hui la question des enjeux qui se posent autour des ressources naturelles et donc du changement climatique, avec un effondrement de la biodiversité. Sur le plan social, on a également la remise en cause d'un contrat social là, qui est fragilisé depuis plus de 40 ans aujourd'hui, et puis donc de nouvelles attentes à la fois de la part de la société et donc des collaborateurs. Et s'ajoute à cela, on est en plein virage sur cette année 2022, une technologie avec les intelligences artificielles qui vient là complètement bousculer les pratiques, la vision, les postures, les métiers. Donc tout ça réinterroge à la fois les entrepreneurs, mais également la société de manière générale. Hélène, est-ce que vous pourriez nous faire une petite cartographie, une photo en tout cas des principales grandes mutations actuelles dans le monde du travail, s'il vous plaît, pour préciser un peu ces problématiques que l'on rencontre actuellement. Okay. N'hésitez pas à me faire un signe si je parle trop. Rebonjour à tous. Donc en fait, l'introduction est intéressante parce que toutes ces transformations et ces transitions sociétales, écologiques et technologiques n'impactent pas que, on va dire, la société, mais impactent aussi par ricochet le travail et les travailleurs. Donc en fait, on a à la fois des transformations contemporaines du travail, des modes d'organisation du travail qui sont déjà, on va dire, en cours depuis 15-20 ans. Donc je pense à tout ce qui est la numérisation, la mondialisation, la financiarisation des organisations de travail, voilà, la concurrence accrue, la digitalisation aussi des outils de travail, la déspatialisation aussi, qui a été accélérée par le Covid, et donc tous ces modes d'organisation de travail qui durent déjà depuis 15, 20, 25 ans, ont déjà impacté depuis longtemps les travailleurs, notamment en termes de ce qu'on appelle les troubles psychosociaux, le sens au travail, le rapport au travail. Donc en fait, c'est pas
depuis 4 ans, enfin depuis 3-4 ans, c'est plutôt les évolutions sociétales qui vont impacter aussi le travail, alors qu'avant on était vraiment sur des mutations intrinsèques au travail, donc vraiment en termes d'organisation du travail en fait. Et donc on avait déjà des travailleurs, avant effectivement cette période plus récente, on avait déjà des travailleurs qui développaient beaucoup de troubles psychosociaux, beaucoup d'usure au travail, même si ça se disait moins, on en parlait moins. Pour autant, voilà, les premiers suicides au travail, maintenant, c'était France Télécom, ça a plus de 15 ans. Hein. Et donc, on avait déjà des travailleurs qui cherchaient du sens au travail, qui avaient l'impression de ne plus pouvoir faire du travail de qualité, que la charge de travail était plus intense, que le travail était plus complexe, qui ne se retrouvaient pas dans on va dire, dans les coopérations qu'on leur proposait au travail. Et sont venus rajouter à ça, donc récemment, des crises écologiques, l'accélération de la technologie avec l'intelligence artificielle, des crises sociales aussi multiples, on ne va pas tous les reciter, mais entre la crise des retraites, les gilets jaunes, et voilà, d'autres, on va dire, tensions liées aux évolutions réglementaires autour du travail, fait que tout ça, en fait, maintenant, c'est la société vraiment qui s'invite dans le travail et c'est les transitions sociétales qui s'invitent dans le travail et qui invitent à repenser les relations au travail, les gouvernances, les modes de management, les modes de coopération, mais de manière intrinsèque. C'est-à-dire que, donc si on parle des crises écologiques avec, du coup, nous, on observe des travailleurs qui se disent... écoutez, moi, vous me demandez de revenir sur le lieu de travail alors que je suis bien en télétravail, mais je reviens, je vais dépenser, en gros, je vais consommer des ressources de la planète en prenant ma voiture, et vous me demandez de revenir, pourquoi faire, en fait? Pourquoi faire que ce que je ne peux pas faire chez moi? Donc, on a vraiment des stratégies par rapport à la crise écologique de travailleurs qui réinterrogent justement leur rapport au travail. Par rapport à la crise sociale et... évidemment, les crises liées à l'inflation et aux baisses du pouvoir d'achat, on a aussi des stratégies de travailleurs qui vont, du coup, essayer soit de se préserver, soit faire des choix, en fait, en termes d'organisation de travail ou de choix de travail, de mode de travail pour justement s'y retrouver. Parmi les mutations sociales qui impactent le travail, on a aussi les évolutions des rapports de sexe, en fait, notamment entre les hommes et les femmes, avec des évolutions d'identité de genre, qui viennent impacter le travail en fait, parce que ça vient justement re-questionner on va dire les rapports entre les hommes et les femmes, entre les individus, quels qu'ils soient, et donc c'est pas sans impact sur la manière de dialoguer, de coopérer ensemble et de se reconnaître entre pairs. Sur l'intelligence artificielle, en tout cas les mutations un peu technologiques, là on est en plein sous le retour du fameux spectre, la machine qui va remplacer l'homme comme il y a plus d'un siècle. Là on avait la même chose avec l'industrialisation. Clairement on peut espérer que ça va peut-être cette fois-ci nous permettre de nous libérer du temps de travail pour pouvoir se consacrer sur des activités à plus forte plus-value et impact social. C'est ce qu'on espérait déjà il y a plus d'un siècle avec l'industrialisation. Résultat, ça n'a pas trop marché parce que le travail est plus intense et plus complexe et on travaille plus qu'avant. Donc voilà, donc en fait, c'est les transformations un peu sociales, sociétales, les crises écologiques, les évolutions technologiques qui viennent s'inviter dans la sphère de travail et qui obligent justement les entreprises à se réinterroger, mais en profondeur. Parce que là, il n'est pas question... alors, deux choses l'une, soit on continue à faire des ajustements comme on a fait pendant la crise Covid, on s'est ajusté, on n'a rien transformé, on s'est juste ajusté, ça a tenu, parfait. Soit on continue à faire des ajustements et le système tiendra, mais on va dire ça va sûrement accentuer encore plus les inégalités sociales et économiques, soit on réinterroge en profondeur les modes d'organisation, quelles qu'elles soient, et les modes coopératifs sont effectivement assez vertueuses sur cette approche-là. Pour autant, il y a plein de travers qu'on peut observer aussi dans les modes coopératifs et il faut faire en sorte de pas retomber dans les pièges. Et donc, si on veut vraiment qu'il y ait une transition, une mutation et un pivotement d'un état A à un état B qui ne creuse pas les inégalités, il faut vraiment se réinterroger en profondeur tous les systèmes de gouvernance, de stratégie, de management, de relations entre les personnes. Et on est vraiment sur des changements de paradigme qui sont attendus aujourd'hui pour qu'on puisse un peu s'en sortir la tête haute.
Merci Hélène. Dans la publication là, de Thierry et Dominique sur le rapport des assises au travail, il y a parmi toute une série de recommandations pour le futur du travail. Donc il y a plus de 17 recommandations, mais qui sont vraiment classées en 4 thèmes. Le premier, c'est regagner la confiance par une révolution des pratiques managériales. Donc aujourd'hui, le manager est très bousculé parce qu'il ne s'est appris, il rencontre beaucoup de difficultés à piloter des équipes et puis à pouvoir répondre aux besoins et aux attentes. Deuxième axe, c'est qu'il porte sur adapter les organisations du travail pour favoriser les fameux équilibres des temps de vie, accompagner les transitions des professionnels. On a des entreprises un peu pilotes comme LDLC en France qui ont instauré la semaine de 32 heures, d'autres qui ont testé, expérimenté la semaine de 4 jours. Il y a même dans certaines organisations comme à l'URSSAF l'expérimentation sur la semaine de 4 jours qui n'a pas été suivie d'effet. Vous nous en parlerez peut-être tout à l'heure. Le troisième axe vise à assurer aux travailleurs des droits effectifs et portables tout au long de leur parcours professionnel. Et le quatrième concerne la préservation de la santé physique et mentale des travailleurs comme enjeu de performance, mais surtout de responsabilité pour les organisations. En quoi, Hélène, les enjeux de qualité de vie au travail sont nécessaires aujourd'hui pour intégrer dans le développement des organisations ? Oui, effectivement, les assises du travail reprennent bien alors des choses qui ne sont pas nouvelles, les préconisations ne sont pas nouvelles, mais ça ne coûte rien de les réaffirmer. Et justement, je pense que la période qu'on traverse, on ne peut plus ignorer maintenant l'évolution des attentes, des besoins, des motivations des travailleurs et l'inadéquation entre les besoins en emploi et les compétences. Donc il y a un vrai travail, on va dire, effectivement d'organisation, de pilotage, de management des organisations, mais aussi de mise en adéquation des besoins et des compétences et d'appariement du marché de l'emploi. Et donc ce travail doit être fait aussi au niveau d'orientation dès le départ, mais ça c'est pas notre sujet. Donc en termes de qualité de vie et conditions de travail, pour répondre un peu à tous ces enjeux-là, c'est agir... c'est agir déjà sur l'organisation du travail, effectivement, parce que n'importe quel dirigeant, manager, coordonnateur d'équipe, employeur qui persistera à croire qu'il y a une épidémie de flemme chez les travailleurs plutôt qu'il y a eu, et qui va dire c'est la grande démission, c'est une épidémie de flemme, plutôt que de comprendre que c'est plutôt des aspirations au changement et une grande rotation et un turnover un peu durable. Donc l'employeur qui continuera à croire ça, il passera à côté, il pourra faire tout ce qu'il veut pour améliorer son attractivité, fidéliser ses salariés, il passera à côté parce qu'il aura une perception du travailleur un peu comme le travailleur est passif ou profite du système, est fainéant, donc il faut que je lui donne des leviers de motivation. Non, les travailleurs maintenant, ils sont capables et ils veulent faire des choix de parcours professionnel beaucoup plus flexibles, beaucoup plus souples, et ils développent des stratégies pour ça. Et ces stratégies, c'est aussi pour se préserver en termes de santé mentale, en fait. On voit les statistiques, les dernières statistiques sur le baromètre empreinte humaine de mars 2023. 44% de travailleurs se disent en détresse professionnelle. Ouais, c'est énorme, 44%, et ça augmente tous les ans. Dont 14% en détresse très élevée. Et donc les travailleurs, ils font des stratégies de préservation, en fait. Donc ils vont faire des stratégies de parcours professionnel, ils vont faire des stratégies dans leur propre organisation, équilibre des temps de vie. On parle, je pense notamment au quiet quitting, donc c'est-à-dire se mettre un peu à minima pour se préserver, vouloir équilibrer plus ses temps de vie, donc ils vont changer aussi, ils vont vouloir qu'il y ait plus d'adaptation dans les horaires de travail et dans la prise en compte des sphères de vie. Et tant qu'un employeur ne comprendra pas que s'il ne va pas dans ces changements intrinsèques de l'organisation du travail, du temps de travail, des relations au travail, il ne répondra pas aux attentes des nouveaux travailleurs et il ne les fidélisera pas. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va fidéliser les travailleurs pendant 10, 15 ans. Il faut aussi accepter qu'il ne faut pas forcément vouloir garder un travailleur à tout prix. Mais le temps qu'on l'a dans sa structure, comment on le fait pour qu'il puisse lui permettre de passer des bonnes journées au travail et développer sa santé, et se développer et développer ses compétences, parce que c'est ça qu'il attend avant tout. Donc on est vraiment sur l'organisation des temps de travail. Comme je le disais tout à l'heure, je pense prendre l'exemple des télétravailleurs. Si on fait revenir des télétravailleurs sur site, pourquoi faire ? Si c'est pour faire la même chose qu'ils peuvent faire chez eux, vous êtes sûr qu'à un moment, ils vont résister. Donc comment on anime les temps collectifs de travail sur site
les temps où il n'y a pas d'ordinateur, on est tous autour d'une table et on discute du travail et on essaie de s'améliorer tous ensemble, d'apprendre tous ensemble. Donc tout ça, ça s'anime. Et donc le rôle des managers évolue, effectivement. Un manager, ça va plus être un coordonnateur de personnes ou un coordonnateur de communauté, je ne sais pas comment on peut dire, mais il faudra qu'il ait des compétences, on en reparlera je pense après sur les nouvelles compétences, et donc il faut recruter maintenant des managers ou des coordonnateurs qui ont ces compétences-là d'animer le travail, d'animer les discussions au travail et d'animer les collectifs de travail en prenant en compte les singularités, les attentes et les besoins spécifiques de tout le monde. C'est ultra complexe et nos managers ne sont pas formés à ça en fait. Donc là on est vraiment sur une question aussi de formation, de professionnalisation des managers. Sur la préservation de la santé mentale et physique, alors la plupart des employeurs connaissent leurs obligations en termes de santé physique, il n'y a pas de problème. En termes de santé mentale, ça commence à venir, même si il faut le rabâcher, mais l'employeur est aussi responsable de la santé mentale, évidemment. Et là aussi, c'est un employeur, un manager doit comprendre les stratégies de préservation des travailleurs, en fait. Si certains travailleurs ne se préservent pas de la complexité et des impacts du travail, il y aurait beaucoup plus d'absentéisme, il y aurait beaucoup plus de démissions, il y aurait beaucoup plus de turnover. Donc les stratégies, il faut pouvoir on va dire les déceler, les comprendre, les écouter et puis ajuster l'organisation du travail en fonction. Donc clairement, beaucoup diront oui, mais on ne peut pas faire du management individualisé. Oui et non. Le management individualisé n'empêche pas non plus le management des collectifs de travail, l'animation des coopérations, et partir du principe que le système, normalement, est suffisamment équilibré pour s'autoréguler aussi à partir du moment où on le laisse aussi s'autoréguler. Et je voulais revenir sur une idée aussi que nous, on soutient beaucoup, c'est le fameux lien de subordination, en fait. C'est-à-dire que on entend, moi je lis beaucoup de choses sur le fait que maintenant les entreprises étendues, les entreprises à mission ou un peu les entreprises libérées, même si on sait que ça a moyennement marché, en gros ça fait éclater le lien de subordination. Nous, dans notre posture, en tout cas, on croit au maintien du lien de subordination. Ce n'est pas un gros mot, le lien de subordination. C'est-à-dire que les travailleurs ont besoin de repères, ils ont besoin de cadres, et ils ont besoin qu'à l'intérieur du cadre, ils puissent jouer en autonomie, mais il y a un cadre. Et il y a quelqu'un qui est chargé de rappeler le cadre et de faire des rappels à l'ordre quand quelqu'un dépasse du cadre. On est des êtres, on va dire, sociaux, et on a tous besoin de ce cadre-là. Donc le lien de subordination, selon nous, dans le travail de demain, ne devrait pas disparaître, ne pourrait pas disparaître, parce que sinon, ce serait, je pense, s'ouvrir vers des dérives qui seraient difficilement tenables, et pas forcément simplifier ou améliorer la santé mentale, et encore moins les inégalités. Et dernière chose, sur l'organisation un peu intrinsèque du travail, il faut organiser le principe de subsidiarité. C'est-à-dire que vous êtes bien placé pour savoir, quand vous travaillez dans les coopératives, c'est que les formes participatives en fait, de management du travail et d'organisation du travail permettent aux salariés de discuter de leur travail par rapport à ce qui les concerne eux et par rapport à ce qu'ils savent eux. Et les décisions du travail sont prises en fonction de chaque périmètre de pouvoir et de responsabilité dans une organisation. Et donc ce principe de subsidiarité, c'est-à-dire c'est ceux qui font, qui savent et qui doivent décider dans leur périmètre, et dès lors que ça dépasse leur périmètre, on passe au niveau de décisionnaire au-dessus. Ce principe de subsidiarité, il doit être organisé. Parce que c'est des dérives aussi qu'on peut voir dans certaines formes d'organisation, c'est-à-dire qu'on fait de la participation à tout va, mais elle n'est pas structurée, elle n'est pas organisée, elle n'est pas outillée. Ça fait qu'on n'est plus dans un format participatif, on est plus dans une injonction à la participation, et voir une indépendance plutôt qu'une autonomie encadrée, en fait. Donc il faut vraiment organiser ce principe de subsidiarité, et pour ça, il faut mettre en place des espaces, des temps instaurés dans l'organisation du travail pour parler du travail, pour décider sur le travail avec les personnes qui sont concernées par le travail. Donc c'est ce que nous, dans notre jargon, on appelle les fameux espaces de discussion, qui ne sont pas des réunions, comme on peut connaître, qui sont vraiment des moments instaurés dans les emplois du temps pour s'outiller à décider et apprendre à décider sur le travail, à trouver les compromis, à négocier sur le travail. Et ça aussi, je termine, il ne faut pas ignorer non plus le rôle du dialogue social.
dans les discussions. C'est-à-dire qu'on a le dialogue professionnel, donc le dialogue autour du travail, et on a tous les acteurs du dialogue social. Alors dans les petites structures, c'est moins, c'est pas représenté, mais il n'empêche que la complémentarité des dialogues entre les dialogues sur les conditions d'emploi et le dialogue sur les conditions de travail est essentielle pour pouvoir s'y retrouver et pouvoir faire justement lien et coopération. Et avant tout, pour nous, en tout cas, il faut pouvoir discuter et travailler sur la qualité du travail, en fait, et pas sur la qualité de vie, en fait. Il n'y a pas de qualité de vie au travail sans qualité du travail. Donc déjà, si on permet aux travailleurs de faire du bon travail, qu'on leur donne les moyens, les outils, les ressources pour faire du bon travail, déjà, ça va changer beaucoup. Donc arrêtons avec les baby-foot et voilà, et tous les bars à smoothie. Hein. On va déjà s'occuper du travail. Et pour ça, il faut pouvoir réunir les travailleurs tous ensemble sur un même site et les outiller pour causer du travail, discuter et trouver les compromis nécessaires à faire du bon travail. Oui, moi, il y a quelque chose qui m'a fait réagir dans ce qu'a dit Hélène, c'est la question de la subordination. Bon, moi, j'ai un problème avec l'autorité de toute façon, donc voilà, ça commence comme ça pour moi. Et effectivement, c'est nécessaire dans les grosses organisations de savoir avoir des repères qui effectivement fait partie des gens qui décident. Bon, moi, voilà, comme je suis entrepreneur, j'ai souhaité poser mon propre cadre. Donc, Hélène disait qu'on avait tous besoin d'un cadre. Effectivement, en tant qu'entrepreneur, on peut nous aider à poser notre propre cadre. Moi, j'aime beaucoup avoir mon propre cadre et décider, cette année, je vais travailler sur ce sujet. Par rapport à l'année dernière, je vais pousser encore les nouvelles choses que j'ai envie de faire. Voilà, c'était juste ce petit point de réaction par rapport à la subordination qui n'est, à mon sens, pas obligatoire. Ça dépend dans quel type d'organisation on se pose. On va revenir sur les travailleurs autonomes, indépendants, slasheurs. On va en reparler dans la seconde partie. Il semble, Hélène, qu'on ait deux scénarios qui se profilent là au moins jusqu'en 2040 du travail. Premier scénario qui est très très polarisé avec une série d'emplois qui vraiment sont axés sur des conditions de travail difficiles. Le secteur de soins notamment, de l'aide à la personne, l'hôtellerie-restauration, le nettoyage, le BTP, qui laisse peu de place pour la vie personnelle et la vie familiale, avec des travailleurs éminemment précarisés. Il semble que la seule piste de revalorisation salariale ne suffisent pas aujourd'hui et que le recours à l'immigration semble inéluctable. Donc on a effectivement, on peut se poser ces questions de télétravail, mais pour certains travailleurs, ça c'est juste pas possible. Et puis à côté de ça, des catégories socio-professionnelles plus favorisées qui, elles, effectivement, en plus de la semaine de 4 jours, vont pouvoir travailler, enfin en tout cas bénéficier d'un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle plus favorable. Dans ce second scénario, Hélène, on a parlé des compétences justement, ou même sur les deux scénarios, quelles sont en fait les compétences là dans les 15 ans qui viennent qui seront incontournables, quel que soit le métier, quel que soit le secteur. On a longtemps parlé depuis les années 70, les réformes de formation professionnelle, des compétences techniques opérationnelles. Il semblerait qu'aujourd'hui on s'achemine vers d'autres compétences dont vous pourriez peut-être nous parler. Oui, merci. Alors justement, pour préparer l'intervention, je regardais le concept d'obsolescence des compétences, ou obsolescence programmée même, comme pour les appareils électroménagers. Et en fait, donc, je disais qu'une compétence technique, un savoir-faire, maintenant, sa durée de vie est de 2 ans. Alors qu'en 87, donc c'était un peu hier quand même si bon, c'était 30 ans en fait. Donc à partir de là, il y a un vrai enjeu de gestion des compétences pour les structures, petites ou moyennes ou grandes structures. Il y a un vrai enjeu de gestion des compétences, couplé avec effectivement les phénomènes de turnover, de grande rotation, et donc qui se manifestent par les questions d'attractivité. C'est justement comment on peut mettre le bon travailleur à la bonne place, à la fois pour la structure, mais aussi pour lui, pour le travailleur. Donc il y a
un enjeu on va dire, de gestion des compétences, mais aussi de forme de recrutement, de modalités de recrutement. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont expérimentées sur les modalités de recrutement, le recrutement sur potentiel notamment, ou on va dire, entre guillemets, à la bonne tête du client. Nous, on voit beaucoup ça dans certains secteurs, notamment l'industrie, qui est plus éloignée de vos secteurs. Et en fait, maintenant, effectivement, les compétences attendues, c'est surtout ce qu'on appelle les compétences psychosociales, en fait. Donc, c'est-à-dire, pour globalement les travailleurs, c'est cette capacité à bien se comporter dans un groupe, tout simplement, avoir de l'empathie, c'est-à-dire avoir cette capacité à comprendre l'autre dans sa logique, dans son raisonnement, dans ce qu'il est en train de vivre au travail ou dans sa logique de travail. Donc on est sur des compétences plus psychosociales, cette capacité à dialoguer, à discuter, à avoir de l'écoute un peu active. Et quand je dis travailleurs, je mets les managers dans le lot, évidemment. Et ça s'apprend pas dans les formations de managers, ça s'apprend pas dans les formations gestion du temps, gestion du stress, gestion de projet, ça ne s'apprend pas, ça s'éduque. Et bon, il y a certains pays, notamment les pays scandinaves, qui sont plus à la pointe sur ces formes d'éducation à la base, dire au berceau. C'est la capacité à comprendre aussi les sources, les formes de discrimination indirecte qu'on peut tous un peu renouveler sans le savoir, reproduire sans le savoir, les formes de violence interne parfois aussi. Et donc voilà, et ça c'est compliqué. La question est très compliquée parce que au-delà des compétences techniques de demain, en partant du principe que les métiers de 2040 n'existent pas encore, ça veut dire qu'il y aura des compétences techniques à anticiper et à former, mais ça, alors je ne connais pas la liste et on peut faire plein de plans sur la CONMET. Au-delà de ces compétences techniques-là qui vont devoir être renouvelées régulièrement, il y a vraiment les compétences comportementales. Pour le manager, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est cette capacité à animer des communautés, à animer des travailleurs qui sont un peu éclatés partout, en fait, parce qu'ils font leur stratégie, ils font leur choix. Et donc, ça pose la question vraiment de la formation, de la professionnalisation. Et sur les travailleurs, de plus en plus, vont davantage on va dire vouloir aussi renouveler régulièrement leurs compétences, parce que c'est une attente très forte aussi. Ils travaillent pour pouvoir aussi développer leurs compétences et il faut falloir leur donner cette possibilité de développer et de renouveler leurs compétences et d'un peu voire de changer régulièrement aussi de mission, de poste, de fonction. Donc sur les compétences de demain, c'est essentiellement ça. Et il y a aussi on va dire sur la gestion des compétences, il y a aussi la manière dont on est formé, c'est-à-dire de plus en plus, je pense qu'on va plutôt se professionnaliser en faisant des immersions en interne d'une structure ou sur ce qu'on appelle les entreprises étendues, donc sur un espace, un environnement, un territoire qui permet justement de mettre à disposition des compétences entre structures d'un même territoire. Le mécénat de compétences va beaucoup se développer aussi pour répondre notamment à ces enjeux de flexibilité dans la gestion des compétences. Et donc de plus en plus d'agilité, d'adaptation, y compris pour s'adapter aux crises écologiques et autres, c'est-à-dire que les travailleurs vont devoir être de plus en plus agiles, s'adapter, et pour ça, il faut qu'ils apprennent à apprendre, en fait. À apprendre de ce qui se passe en fait. Alors au mieux à anticiper ce qui se passe, mais quand la crise arrive, à apprendre de ce qui se passe. Et nous, ce qu'on préconise dans les organisations, c'est de pouvoir avoir une culture de l'amélioration continue et de faire régulièrement des retours d'expérience tous ensemble pour dire qu'est-ce qui s'est passé, comment on s'en est sorti, qu'est-ce que ça a produit, qu'est-ce que ça n'a pas produit et comment on repart en fait. Et pour moi, la compétence de demain, c'est aussi ça, être capable de s'interroger, de se remettre en question, de faire un retour d'expérience, d'apprendre de ce qui s'est passé, d'apprendre des autres pour pouvoir mieux repartir et développer cette fameuse agilité qui est maintenant nécessaire dans le contexte actuel. Et dernière chose, sur la compétence plus, on va dire, de l'employeur, je lisais aussi sur le concept, vous avez déjà peut-être entendu parler, de l'employeurabilité, parce qu'on a l'employabilité,
voilà, l'employabilité qui impose, on va dire, l'injonction du salarié d'être tout le temps compétent au bon endroit au bon moment, on va dire, et de se mettre tout le temps à jour. Mais l'employeurabilité, c'est comment aussi, et ça rejoint les questions de marque employeur, d'attractivité, tout ça, c'est comment aussi une structure, quelle que soit sa taille, elle propose, on va dire, elle se professionnalise elle-même dans son pilotage, dans sa gouvernance, dans son management du travail, dans le management des individus, et elle se professionnalise en continu pour proposer justement un vrai projet de travail à un travailleur, qu'il reste 2 ans ou qu'il reste 10 ans, et comment justement ces questions d'employeurabilité peuvent être accompagnées aussi. Je pense que l'accompagnement des gouvernances, l'accompagnement des directions peuvent être accompagnés justement pour permettre à ces structures-là de se remettre en question, de se réinterroger, de se former, mais de se former aussi en faisant, quoi. Donc le concept d'employeurabilité, à mon avis, il est intéressant à creuser. Merci Hélène. Autre sujet que l'on n'a pas abordé dans les nouvelles formes en fait d'organisation, c'est en tout cas dans les pratiques du travail, c'est le phénomène de la pluriactivité. Alors qui n'est pas nouveau, mais pour un travailleur, on va avoir plusieurs employeurs, plusieurs métiers, plusieurs fonctions, et souvent cette pluriactivité, elle passe aujourd'hui par une forme d'ubérisation en fait du salariat qui va être confié à des micro-entrepreneurs. Alors ça amène également à toute une économie entrepreneuriale impulsée par des politiques publiques depuis les années 80. Je lisais qu'aux États-Unis, 36% des travailleurs étaient aujourd'hui des travailleurs indépendants. Ça pose tout un ensemble de questions, et notamment sur l'accès aux droits sociaux, en termes de santé, en termes de retraite, en termes de congés de maternité, puisqu'on est des femmes autour de cette table essentiellement concernées par ces questions-là. Vous, Aurélie, vous avez fait le choix, vous êtes passée par différents statuts, et ma première question va d'abord, si vous pouvez revenir un peu sur votre parcours professionnel. On a compris que, et c'est souvent un point commun dans les entrepreneurs, c'est le refus de l'autorité, volonté de pouvoir tracer son itinéraire, sa ligne directrice et prendre des initiatives. C'est souvent un trait de personnalité chez les entrepreneurs. Mais par rapport à cette précarité justement d'entrepreneuriat liée à la micro-entreprise, est-ce que vous pourriez nous expliquer votre parcours ? Oui, effectivement, mon parcours, il a commencé en tant que salarié dans le secteur public. Donc là, j'ai fait plaisir à mes parents. Clairement, ils étaient ravis que j'ai un emploi potentiellement à vie dans une structure publique, dans le secteur des déchets. Je me suis empressée, au bout de 4 ans, de quitter cette structure puisque j'avais pas de perspective d'aérer mon cerveau sur des nouveaux sujets, des nouvelles choses à découvrir. Donc j'étais toute jeune et voilà, c'était mon premier travail. Donc j'ai été employée ensuite dans le secteur privé, donc salariée d'une agence de conseil en environnement sur encore les questions de déchets. Et puis au bout de 3 ans, cette entreprise qui était une PME a été rachetée par un énorme groupe d'audit qui a commencé à mettre en place des procédures dans lesquelles je ne me reconnaissais plus vraiment. Et puis, j'ai décidé de me lancer en tant qu'indépendante. Donc, évidemment, j'ai commencé par choisir une forme juridique qui ne convenait pas à mon activité. J'ai commencé par monter une SAS unipersonnelle. Bon, voilà, c'est en faisant des erreurs qu'on sait pourquoi on les a fait et qu'on apprend. Voilà, au bout de quelques années, j'ai basculé sur un statut d'auto-entrepreneur qui correspondait plus à mon volume d'activité réel. Et puis donc je peux témoigner de cette précarité des indépendants, puisque quand on est un auto-entrepreneur, on n'a pas beaucoup de charges sociales. On paye quelque chose comme 21-22% de son chiffre d'affaires en charges, et puis le reste c'est pour nous, donc très bien. Sauf que alors quand on est jeune, on ne pense pas forcément tiens, et si je me casse la jambe là, mes animations jardin, je vais faire comment pour les mener, puisque voilà, on n'aurait pas de salaire ou de substitut de salaire pris en charge par la sécurité sociale. On est vraiment tout nu. Donc on cotise un tout petit peu, je crois, pour certaines choses. On est au régime général de la Sécu pour avoir cotiser pour la santé, et on a, je crois, un petit morceau de retraite. Je verrai ça dans quelques années, mais je pense que ça pèse pas bien lourd.
Tout ça pour dire que j'ai commencé à travailler aussi avec d'autres personnes sur mes activités autour du compostage et autour du design de permaculture, donc de l'accompagnement des collectifs vers un plan d'agencement de leur espace en fonction de leurs activités. J'ai commencé à travailler avec d'autres personnes et j'ai été aussi incubée pour mon activité par un incubateur de projets dont Coaction fait partie. Et là, j'ai rencontré des entrepreneurs qui entreprenaient en coopérative d'activité et d'emploi, donc ça a été un déclic pour moi et petit à petit, je me suis rapprochée de cette structure pour devenir aujourd'hui entrepreneur salarié associé. Je ne sais pas si c'est intéressant que je vous parle encore plus de la précarité dans laquelle je pouvais être avant de rejoindre Coaction. C'est vrai que voilà, on est auto-entrepreneur, il y a des fois on fait un chiffre de 3 000 € un mois, on vient d'être payé d'une prestation, alors là c'est la fête, on se dit c'est bon, le monde m'appartient. et puis le mois d'après on se dit mais et le mois prochain du coup si j'ai pas d'autres prestations qui tombent, comment je vais faire? Avec quoi je vais manger à la fin du mois? Donc c'est vrai que on dirait pas, mais c'est aussi une énorme charge mentale en fait qui grignote la capacité aussi à voir sur le long terme comment on va pouvoir vivre de son activité. Depuis que je suis chez Coaction et que j'ai réussi à déclencher un salaire avec ma propre activité, donc Coaction, l'avantage des coopératives d'activité et d'emploi, c'est qu'au bout d'un moment, en étant évidemment responsable de son propre chiffre d'affaires et de son activité, eh ben, la coopérative devient employeur de nous-mêmes et donc on est salarié de la structure avec une vraie fiche de salaire, etc. Et pour ça, la coopérative, le système coopératif impose qu'on ait un petit peu de visibilité sur les activités. Donc quand on a à peu près 4 mois d'avance, 4 à 6 mois d'avance sur les activités et qu'on voit qu'il y a une espèce de fond de roulement qui commence à s'installer, là du coup, on devient salarié de sa propre activité. Et là, c'est une libération pour l'esprit, parce que on se dit, ok, donc là, on souffle, ok, j'ai les 6 prochains mois qui sont assurés, je vais avoir mon salaire. Donc là, maintenant, je vais pouvoir me projeter dans qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer, encore plus que quand on est en auto-entreprise, où on travaille pour soi, mais que des fois, on est dans l'urgence de décrocher une prestation vite pour pouvoir vivre le mois suivant, et donc on va être un peu comme un canard sans tête, là, à faire tout et rien pour avoir vite de quoi manger, quoi. Et donc là, ça change tout, en fait, pour la charge mentale, pour le développement au long terme de son activité. C'est vraiment une sécurité mentale énorme. Voilà. Est-ce que vous avez des premières questions dans la salle, puisque ça fait déjà une bonne demi-heure que l'on échange. On a abordé énormément de thèmes. On est allé un peu explorer des univers. Est-ce que par rapport, vous, à vos propres pratiques ou vos activités, vous avez des questions pour nos intervenantes? Moi, j'aurais une question pour la salle. Ah, vas-y Manon. Non, une question pour la salle. Vous êtes venu au MyCoop. Combien d'entre vous connaissez Coaction? Si vous pouvez lever la main. Génial. Bon, la majorité, je dirais un bon 3/4. Et combien d'entre vous peuvent expliquer le principe des coopératives d'activité et d'emploi? Pas mal, une petite moitié, je dirais. N'hésitez pas à venir nous voir ensuite au cours de la journée pour qu'on puisse vous expliquer plus en profondeur. Du coup, il y avait une question de Manon. Merci. Donc, je résume. Ce qu'on identifie aujourd'hui comme des capacités et des compétences psychosociales qui doivent être développées pour qu'on soit capable de travailler aujourd'hui sont en fait des choses qui émanent de l'éducation populaire et qui aujourd'hui semblent s'inscrire dans un cadre professionnel alors que c'est un projet de société qui sort même du cadre du travail et qui relève de l'éducation aussi dans l'espace privé. Voilà, je résume. Moi, ça me fait réagir, tu dis, dans le cadre privé. Bon, moi, personnellement, j'ai choisi une activité qui est en lien avec mes aspirations profondes et les valeurs que je porte et une certaine idée de l'avenir. On parlait du travail tout à l'heure comme étant, surtout décrit par Hélène, comme étant dans des organisations assez grosses, avec un projet d'organisation qui n'est pas forcément choisi par les salariés eux-mêmes. Voilà, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui inventent leur métier en lien avec les enjeux sociétaux qu'ils identifient. Voilà, un manque
au niveau d'une crise environnementale, il y a un manque, il manque ce métier, je vais l'exercer parce que je pense que je vais savoir le faire. Et donc c'est aussi tout un pan du travail qui s'ouvre. Chacun peut inventer le métier dont il pense pouvoir, développer pour apporter quelque chose d'un point de vue sociétal. Et ça rejoint on est à un pied dans la sphère professionnelle et on est quand même un énorme pied dans la sphère personnelle. Je poursuis rapidement, juste pour terminer, parce que ça fait lien avec la deuxième chose que je voulais dire. On passe aussi d'une représentation où on doit être dans une émancipation qui relevait de la sphère citoyenne à un état d'amélioration. Et pour moi, c'est là où ça vient en confrontation avec la question des changements de paradigme, puisque du coup, dans l'économie sociale et solidaire, ce qu'on cherche, c'est à s'émanciper. Et donc, quand on monte une entreprise, on cherche à avoir une forme dans laquelle on ne projette pas un état de subordination vers d'autres personnes. On est dans un paradigme autonome où chacun a une capacité de s'émanciper, de poser un cadre commun. Là où, quand on monte une entreprise classique, il y a un moment où, en fait, on va se retrouver dans une posture de subordination. Alors que dans une CAE ou dans une coopérative ou dans une association, il y a quand même cette idée en fait, d'être dans un dialogue et de ne pas être dans un cadre de subordination. Que, du coup, c'est intéressant par rapport à ce que vous projetez, parce que la subordination, elle semble encore nécessaire, parce qu'on n'a pas encore appris, on n'a pas encore généré des espaces dans lesquels les gens sont en capacité de s'émanciper pour pouvoir prendre les décisions pour eux-mêmes aussi. Donc ça reste encore nécessaire, mais il me semble que dans le vrai avenir, il faudra qu'on sorte vraiment de cet état de subordination pour changer de paradigme. Je veux bien rebondir sur ce que dit Manon. Bonjour, Marie-Laure Quevelier, je suis élue régionale à l'ESS et au tiers-lieu. Et donc justement sur cette question de subordination, je pense qu'il y a une espèce d'amalgame toujours avec l'autorité et l'autoritarisme, mais dans l'absolu, le bon management, c'est surtout la coopération, quoi. Et donc je pense qu'il y a quand même des enjeux autour de ça. Aujourd'hui, ça reste les écoles de commerce qui forment les chefs, qui se rebaptisent pudiquement les écoles de management. Mais peut-être qu'on devrait réfléchir, et peut-être que l'ESS peut être aussi une source d'inspiration pour l'ensemble des entreprises. Et donc là, je m'adresse plutôt à Hélène. Est-ce que l'ARACT n'a pas un rôle à jouer en termes de recensement de ces parcours de formation, d'enjeux pour justement transformer le management dans l'entreprise et faire en sorte que ce soit des endroits d'émancipation et pas des endroits de subordination ou de soumission. Enfin, il y a toujours cette espèce de synonyme. Merci. Oui, je partage effectivement l'amalgame qui est fait entre subordination, soumission, autoritarisme. Quand je parlais de subordination, c'est vraiment le fait qu'à un moment, dans n'importe quel groupe social, et on a tous besoin d'appartenir à un groupe social, il y a aussi besoin de savoir qui fait quoi, à quel niveau, et c'est quoi mon périmètre d'action et à quel moment c'est le périmètre de l'autre. Et les formes coopératives n'échappent pas à ça, selon moi, en fait. Parce que nous, ce qu'on peut observer, c'est que même dans les formes coopératives, il y a des dérives, parce qu'il persiste des rapports de pouvoir, il persiste des flous, justement, dans les processus et dans les modes de décision, parce que justement, sous la volonté d'avoir une gouvernance partagée ou une participation en gros, un salarié, une voix, il n'empêche qu'il faut que tout ça soit structuré, outillé, organisé et piloté, en fait. Donc c'est vraiment ça que je mets derrière le lien de subordination, parce que même quand on décide de se mettre à son propre compte, on a quand même besoin de participer à un groupe social, d'où les coopérations, en fait. On a tous besoin, parce qu'on est des êtres sociaux, de participer à un groupe social. Et le groupe social, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il y ait des règles, quand même, un minimum. Voilà, donc effectivement, c'est peut-être... voilà, c'est bien de préciser ce qu'on met derrière la subordination pour essayer de répondre à votre question. Alors nous, à l'ARACT, et bon... moi aussi, personnellement, j'adorerais pouvoir mixer les secteurs et montrer que l'ESS fait des choses sympas au secteur industriel, bâtiment et vice-versa, parce qu'il y a des choses très bien dans certaines industries qu'on va voir ou certaines entreprises privées. C'est-à-dire qu'il y a des pratiques organisationnelles vertueuses qui devraient réciproquement pouvoir se partager. Et c'est vrai qu'on fonctionne encore beaucoup en secteur, en silo, et on essaye de proposer des accompagnements un peu mixtes entre secteurs. On n'y arrive clairement pas. Donc en fait, à chaque fois qu'on doit manifester sur les pratiques
vertueuse, organisationnelle vertueuse, c'est souvent dans le secteur de l'ESS, effectivement, parce que vous êtes plus à développer ce genre de manifestations ou de festivals. Après, ça nous arrive de faire témoigner aussi des chefs d'entreprise dont on sait qu'ils ont ces bonnes pratiques sur des webinaires ou des séminaires qu'on organise nous. Donc, pour moi, si on veut vraiment qu'il y ait changement un peu de paradigme, qui est, et je vous rejoins, c'est exactement l'éducation populaire, tout le concept du développement du pouvoir d'agir qui s'invite dans la sphère du travail et qui doit s'inviter dans la sphère du travail. Et si on veut vraiment qu'il y ait toutes ces notions-là qui intègrent la sphère du travail, il faut pouvoir mixer les secteurs, mais surtout ne pas imaginer que, par exemple, je suis exprès provocatrice, mais que le secteur de l'ESS est parfait et doit dire au secteur industriel comment il faut fonctionner. Il y a aussi des choses très bien dans les autres secteurs. Et en tout cas, il faut tous avoir conscience des pièges dans lesquels on ne veut pas tomber en termes de, effectivement, maintien d'une certaine forme de pouvoir informel, de flou dans les processus de décision, comme je le disais, qui n'échappe à personne, en fait. Et je voulais aussi, enfin, je ne sais pas si ça répond à votre question sur comment on peut accompagner. On a du mal, voilà. On aimerait bien, mais on a du mal. Et voilà, et puis voilà, juste pour dire que le lien de subordination n'empêche pas les coopérations, mais on est bien d'accord que l'avenir, c'est dans la coopération et l'animation et les capacités à animer les coopérations pour pouvoir trouver des terrains de compromis, de décision et pouvoir agir pour le bien commun, en tout cas, voilà, ce qui a été décidé par la communauté. Juste un point, puisque moi, pour répondre à la question de la formation effectivement des jeunes, moi j'ai un pied à l'université, j'y fais de la recherche en management, et j'ai un pied en école de commerce où j'enseigne et j'accompagne des projets. Et c'est pas aussi binaire, parce qu'à l'université, moi il y a 10 ans, j'ai suivi une formation en entrepreneuriat dans laquelle on parlait pendant 12 heures d'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, on n'en parle plus dans les formations de niveau master, ce qui interroge là aussi. Je cherchais un ouvrage de notre conférencier de cet après-midi là dans ma bibliothèque universitaire à l'université de Bordeaux. Il y a pas d'ouvrage de notre intervenant qui en a publié plus d'une vingtaine. Tous les ouvrages sont à Sciences Po et à Bordeaux-Montaigne. Donc ça pose quand même question là aussi. On a, enfin voilà, de cet enseignement de l'économie sociale et solidaire. Et juste pour remettre aussi des grandes masses, on a bon l'ESS en France, on parle des industriels, mais c'est, enfin voilà, l'ESS ça n'est que 10%, hein, de 15% de l'emploi salarié, 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Enfin, on pèse peu, le mouvement pèse peu. Donc les équilibres sont, enfin, il n'y a pas d'équilibre aujourd'hui. Donc, qu'on puisse mener, nous, des initiatives parce qu'on est plus petit, plus agile, peut-être plus ouvert sur des structures aussi qui sont moins grosses, ce qui fait que, enfin, clairement, l'avantage, c'est notre taille, quoi. En étant petit, on va plus vite. Sauf que, voilà, à côté de ça, il y a aussi une question de sécurisation sur le plan économique de ces organisations-là qui posent question en permanence. On travaille beaucoup avec les tiers-lieux et d'autres acteurs de l'ESS, et cette précarité économique, elle est compliquée, très très compliquée, et on a vu que beaucoup n'avaient pas survécu au confinement. Quand tout s'est arrêté, la subvention publique seule n'a pas suffi. Donc il y a aussi un travail effectivement de pilotage, de professionnalisation, de faire entrer les outils de gestion dans ces organisations de l'ESS qui n'y sont pas acculturées et auxquelles des fois, pour lesquelles il faut des fois un peu mettre le pied dans la porte et pour pouvoir faire passer quelques messages. Une autre question dans la salle, s'il vous plaît. Moi, je voulais juste vous dire que je suis diplômée d'une école de commerce, donc vous voyez, il n'y a pas de cas désespéré. On a une question derrière. Oui, un micro qui se promène. La mission que j'ai à la région, c'est d'essayer d'accompagner l'expérimentation sur le droit à l'emploi, territoire zéro chômeur de longue durée. Et un des préalables qu'on essaie de mettre sur la table sur les territoires où l'expérimentation se met en place, c'est cette notion de privation d'emploi. Et on a admis culturellement que les personnes étaient au chômage, c'est de leur faute, elles sont responsables et coupables, alors qu'en fait la réflexion aujourd'hui, elle est, on est tous collectivement responsables de la privation d'emploi, donc tous co-responsables de retrouver une solution à cette privation d'emploi. Et donc la question qu'on évoquait tout à l'heure sur la subsidiarité et tous ces éléments-là qui sont effectivement très, très intéressants, mais
Et ce qui est intéressant sur les groupes de travail territoriaux, il y en a une trentaine en Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui qui s'activent sur ce sujet, c'est l'investissement fort des chefs d'entreprise du territoire. Bien plus souvent que le service public de l'emploi, qui est un peu désemparé quand ils ont... Parce qu'une des caractéristiques de l'expérimentation, c'est que dans les sphères de construction du consensus territorial sur ce droit à l'emploi, c'est que les personnes privées d'emploi sont invitées et ont une voix égale, sur le même principe que le principe coopératif, une personne, une voix. Elles ont le même pouvoir de prise de parole et de codécision que le maire, que le chef d'entreprise, que le directeur de Pôle emploi, qui est, France Travail, qui est autour de la table. Et donc c'est tout nouveau et ça vient bousculer beaucoup de lignes. Et donc je me posais aussi la question de cette notion de responsabilité territoriale qu'ont les employeurs, qu'ils soient de l'économie sociale et solidaire, pour qui la notion de territoire est parfois importante. C'est loin d'être toujours le cas. Donc voilà, c'est une question sans être une question, mais plutôt une réflexion sur cette question de responsabilité territoriale vis-à-vis de personnes et dans cette articulation de sa relation au droit à l'emploi universel en fait. Moi, je rebondis parce qu'il y a quelques mois, je discutais avec un chercheur qui me disait, face à cette multiplication de crises là, économiques, sociales, environnementales, on n'a pas d'autre choix que de mettre différentes compétences autour de la table. Donc des dirigeants, un élu d'une petite collectivité, un urbaniste, un architecte, un géographe, un sociologue. Et pour faire parler ces experts et tracer des itinéraires à 10 ans ou à 15 ans de projection, aujourd'hui c'est compliqué, ça demande de faire de la prospective. Ça demande d'intégrer la dimension complexe en fait de ce monde dans lequel on évolue. Et c'est pas facile, mais il y a des micro-initiatives qui nous montrent que dans des territoires, ça existe. S'agissant par contre de la question de l'autonomisation des travailleurs et notamment les plus éloignés d'emploi, les plus précarisés, là aussi, elle nécessite effectivement un accompagnement particulièrement fort parce que n'importe qui demain, et on le voit avec les chauffeurs Uber, on le voit avec les livreurs, enfin cette grande précarité qui marque on les appelle les entrepreneurs de nécessité, hein, les livreurs Deliveroo, Uber Eats, et on voit que ces travailleurs-là aujourd'hui ont besoin d'être plus accompagnés et qu'il y a des solutions là aussi auxquelles on propose. Je crois que la mairie de Bordeaux a mené une expérimentation sur la maison justement avec un certain nombre d'accès aux soins et des questionnements pour cette typologie-là de travailleurs. Mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est que les inégalités se creusent là en matière de qualité de vie au travail, qu'elles sont de plus en plus marquées, de plus en plus fortes, et qu'effectivement les dirigeants ont bien entendu leur rôle à jouer pour travailler sur l'inclusivité de tous. Une autre question pour nos intervenantes ou par rapport à ces sujets que l'on aborde ce matin. On va avoir beaucoup de questions et très peu de réponses. Hein. Juste là, on est en train de prendre des choses dans l'air du temps et sur lesquelles... On va vous faire passer un micro. Merci, bonjour à toutes et tous. Charlotte, je travaille au GEC Multi-Agri 33. C'est une structure qui accompagne des personnes en reconversion professionnelle avec de la formation dans le cadre de leur parcours. Je voulais savoir si les intervenantes avaient travaillé avec des jeunes justement de mener des réflexions sur qu'est-ce qu'ils attendent du travail et voilà, s'il y avait des concepts qui ressortaient, parce qu'en fait nous on se retrouve confrontés à quelques difficultés où on est dans une dynamique de projection pour accompagner jeunes et moins jeunes dans une reconversion pro, donc on travaille sur du moyen à long terme. Alors on parle plus de carrière, on est d'accord, on parle de les prochaines 2-3 années. Et ce qu'on retrouve de plus en plus fréquemment ces derniers temps, c'est un switch très rapide où du jour au lendemain, quelqu'un qui était dans une dynamique de projection va rencontrer une difficulté X, Y, Z et va tout arrêter, tout son projet pro, etc. Et donc, ma question, c'est, donc nous, on se retrouve un peu désemparés parce qu'on est plutôt dans une dynamique où on est sur du moyen-long terme. Est-ce que vous avez des échanges à ce sujet? Est-ce qu'il y a des conseils ou je sais pas trop comment faire pour accompagner du public? Parce que je suis d'accord sur les précaux, sur les révolutions des pratiques managériales, etc. Il y a un travail qui est fait dans les entreprises, mais comment faire pour accompagner un public qui, du jour au lendemain, arrête tout?
Alors, j'aurais pas de réponse aujourd'hui, je suppose, mais la question, c'est est-ce qu'il y a des échanges et des recherches et voilà. Moi, j'ai un petit élément de réponse qui va être très partiel, mais pour les jeunes, je pense que la clé, c'est aussi de leur montrer que autre chose existe. Donc, l'éducation à l'économie sociale et solidaire, c'est un énorme pouvoir pour justement leur permettre de s'émanciper et de faire leurs projets au long terme. Vous disiez, ils s'engagent dans un projet professionnel et puis ils arrêtent tout du jour au lendemain, mais moi j'entends aussi, ils arrêtent pour l'instant. Mais en fait, tout ce qu'on aura mis comme petite graine auprès des jeunes pour leur faire comprendre qu'ils peuvent entreprendre en coopérative, qu'ils peuvent prendre des formes de travail coopératif ou être salariés dans le monde de l'économie sociale et solidaire, toutes ces graines-là, elles ne sont jamais perdues en fait. Il y a notamment un jeu qui s'appelle Qu'est-ce que c'est ça ? Donc sur l'économie sociale et solidaire, qui est animé notamment par l'incubateur de projet dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'appelle Plouc, qui est basé dans les Landes. Mais c'est un jeu sur 2h30. En gros, on a des simulations d'entreprises où on a donc une entreprise classique, une entreprise coopérative, une entreprise d'insertion, une association. Et les jeunes, donc ils sont chargés de produire des sacs en papier, donc ils font des pliages, des collages et tout ça. Et donc c'est un jeu de rôle où en fait ils peuvent vivre dans leur chair la différence fondamentale qu'il y a entre une organisation verticale et une organisation coopérative, etc., etc. Et le débrief est très intéressant. Et ça, c'est vraiment, au-delà de leur dire il y a ça qui existe, c'est de leur faire vivre aussi une immersion dans quelque chose d'autre. Voilà. Oui, la question, effectivement, est complexe. Enfin, la problématique est complexe, évidemment. Moi, ce que vous dites, ça fait écho à... alors déjà les questions d'attente, pour moi c'est pas, il y a bien sûr un peu d'effet génération, mais on va dire que les attentes des nouvelles générations, elles essaiment complètement sur les attentes des générations qui sont déjà au travail depuis plusieurs années. Donc on est plus sur les transformations sociétales qui impactent encore une fois les postures de travailleurs. Et en fait, dans l'accompagnement, alors nous, à RACT, on fait de l'accompagnement collectif, hein, donc je n'ai pas d'expérience sur l'accompagnement individuel, mais en tout cas, ça me fait le parallèle. Quand on fait l'accompagnement collectif, le premier truc qu'on essaie de faire ressortir des groupes qu'on accompagne, c'est qu'ils déterminent eux-mêmes ce qui est important pour eux, en fait. Pas par rapport à nous, ce qu'on perçoit de eux, ce qu'on peut projeter, ou ce que les représentations de ce qu'il faudrait faire, comment il faudrait être, ou machin, où il faut aller, ce qui est important pour eux. Et dans l'accompagnement individuel, pour moi, et ça rejoint la notion de développement de pouvoir d'agir, c'est déjà pour permettre à ces personnes individuellement de déterminer ce qui est important pour eux. Et si ce qui est important, c'est de prendre ce risque-là, de switcher, de changer, d'expérimenter ça, ok. La question, c'est la sécurisation de tout ça, en fait. La sécurisation de ces choix de parcours, de ces choix de vie professionnelle. Et c'est vrai que ça rejoint l'intervention de monsieur sur le droit à l'emploi, sur ce que vous disiez sur le fait que moi, je prends le risque, effectivement, d'être entrepreneur. Ça crée une charge aussi permanente, un sentiment d'insécurité psychologique. Et là, on questionne, et on n'aura pas les réponses et on ne va pas faire le débat, mais on questionne les questions de droit à la protection sociale pour tout type de travailleur, quel que soit son choix de modalités de travail, même si ces choix peuvent changer 10 000 fois dans un parcours. Donc, c'est-à-dire que l'idéal, effectivement, pour moi, le monde du travail et la société idéale, c'est celle qui permet justement à chacun de prendre ses risques, de faire ses choix pour ce qui est important, de se mettre en mouvement et de pouvoir limiter les dégâts au cas où ils switchent. Voilà, mais là, on touche vraiment à des questions de régime de protection sociale et on n'est pas loin du débat sur le revenu universel, mais on va s'arrêter là. Et puis juste pour compléter, on a quand même une génération qui est soumise à des injonctions paradoxales en permanence. Ça veut dire qu'à la fois, ils ont envie de changer le monde, mais en même temps, pour prendre un crédit immobilier sur 20 ans ou 25 ans, il va falloir des revenus. Donc, ils vont faire le choix de, en tout cas, moi, ce que je vois sur des masters et à l'université et en école de commerce, de candidater dans des grands groupes de cabinets américains de conseil. Donc, c'est en permanence les injonctions paradoxales. Pour eux, rien n'est simple. Et puis, le monde est déjà complexe pour nous. Eux qui arrivent avec, en plus, on les a mis sous cloche pendant cette crise sanitaire, enfin, avec des
questionnement très fort et moi je trouve une très grande fragilité. Donc, et bon, par essence, le jeune est quand même extrêmement volatile et ça fait partie de la jeunesse. Et donc, il n'y a pas de recette miracle, si ce n'est d'accompagner le jeune dans ses choix, dans ses décisions et d'essayer de lui donner quelques clés de compréhension de ce monde qui nous-mêmes nous échappe. Donc, j'entends que le métier au quotidien est pas simple parce qu'on met beaucoup d'énergie probablement à proposer, à monter des parcours, à proposer des choses et puis on va pas au bout. Mais peut-être se dire qu'effectivement le jeune aura quand même capitalisé des enseignements, développé des compétences, une appréhension du monde, et bien rien que ça, c'est déjà gagné pour lui, quoi. Je vous laisse faire circuler le micro. Bonjour, Frédéric Paul. Je suis formateur pour des équipes autonomes. Alors, je voudrais dire, le jeune et le moins jeune est volatile aujourd'hui. Il y a des métiers où ça bouge toutes les minutes. Moi, je reviens sur... j'essaie de combiner plusieurs notions. La notion de subordination qui était évoquée tout à l'heure. Pour moi, c'est tout simplement, dans un premier temps, l'acceptation d'un cadre. Effectivement, on évoque le cadre, et ce cadre, il faut qu'on l'accepte. Ce que l'on fait tous aujourd'hui au quotidien, vous vous arrêtez tous au feu rouge, vous avez accepté ce cadre social. L'idée, c'est se poser la question, c'est pourquoi je l'accepte? Je l'accepte parce que j'ai peur d'être verbalisé, ou j'accepte parce que si je ne m'arrête pas, je mets ma vie en danger, et éventuellement celle des autres. Donc c'est ça qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut poser la question du cadre, et dire, ben voilà, est-ce que vous acceptez ce cadre-là? Et pourquoi vous l'acceptez? Quel est le bénéfice commun ou personnel du cadre? Donc c'est ça, cette notion-là. Mais c'est paradoxal parce que moi, dans ma pratique professionnelle aujourd'hui, quand je forme à l'autonomie, en vérité, je viens sous la demande d'une direction, d'un encadrement. Donc je viens aujourd'hui former des gens qui n'ont pas forcément aujourd'hui déjà réclamé l'autonomie. Donc c'est tout le paradoxe. C'est-à-dire que le premier élément, c'est de déconstruire la notion des salariés eux-mêmes, pour leur dire, écoutez, l'autonomie c'est bien et il va falloir, voilà. Donc c'est quand même, on vit, et tous les éléments que vous évoquiez et qu'on évoque depuis ce matin, sont quand même des paradigmes, excusez-moi, très prégnants dans notre société et qu'il faut déconstruire. Et donc, au-delà d'une question, moi j'invite tout le monde à faire du lobbying. Il faut effectivement qu'on fasse un lobbying social très fort et sociétal très fort pour que tous les gens, et notamment les plus jeunes, et je suis atterré que dans certains cursus universitaires on ne parle pas de ces choses-là, pour que dès les plus jeunes on puisse faire comprendre qu'effectivement il y a d'autres voies, d'autres concepts, d'autres façons, et que le modèle inhérent que l'on déroule depuis 100 ans n'est pas forcément le seul. Voilà. Bonjour. Moi, je voulais juste... en fait, ça m'amène à réfléchir à beaucoup de choses, toute cette conversation et ces échanges, notamment aux conditions de travail dans les institutions, nos institutions, nos hôpitaux, notre éducation nationale, ces conditions de travail que j'ai pu rencontrer, j'ai pu connaître personnellement, qui sont encore... appauvris, qui sont encore difficiles, des conditions de travail très 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 difficiles même. Qu'est-ce qui se passe? Parce que du coup je me dis, c'est quand même... je me dis que ça serait intéressant de réfléchir peut-être à mettre des choses là-dedans. Et puis un deuxième point qui serait plutôt sur la jeunesse. Un milieu que je connais bien aussi. Aujourd'hui c'est quand même très compliqué... je revenais tout à l'heure sur l'insertion, mais en fait c'est très compliqué pour... moi je suis un peu désemparée de voir les jeunes aujourd'hui, parce que j'aurais jamais voulu être jeune comme eux. C'est un monde hyper difficile qu'on leur laisse, il y a beaucoup d'éco-anxiété, beaucoup de poids sur leurs épaules pour leur orientation professionnelle, et peu de choix finalement au niveau de leur projection. On parle d'économie sociale et solidaire, c'est un terme qui est encore peu abordé, et quand je dis ça, je pèse mes mots. Il y a des endroits où on le crie haut et fort, mais effectivement, je rejoins le monsieur derrière. Et ouais, il faut en parler très tôt en fait, il faut en parler bien plus jeune, du monde du travail, de la santé au travail, de la manière de travailler ensemble, de coopérer, de cette intelligence collective, de cette capacité d'agir,
qui n'existe pas en fait à l'école. À l'école, on est encore sur un système, et même si ça se développe de plus en plus, mais je parle de petite école, donc de primaire, on est encore sur un format pyramidal avec l'enseignant qui dispense un cours. Et même si des pédagogies actives entrent petit à petit, surtout au collège et dans les plus grandes classes, c'est vrai qu'on a encore des formats et une culture de en haut, en bas, ce qui conduit aussi les salariés, les travailleurs, les jeunes à aller vers ce genre de format, en fait. C'est une espèce d'acculturation, en fait. Historiquement, il y a quelque chose qui se construit aussi de par notre histoire de culture française avec nos rois. Et nous, on est les petits gueux, quoi, hein, faut pas l'oublier. Donc tout ça, ça se déconstruit, mais profondément. Et je pense que pour aller jusqu'à le futur du travail, mais je me dis, il faudrait déjà commencer par nos institutions, nos enfants, déconstruire des choses montrer qu'il existe autre chose, et c'est possible, parce qu'on le voit dans d'autres sujets. Donc voilà, c'était juste une réflexion sur l'institution particulièrement. Merci. Évidemment, je partage cette vision idyllique et le besoin de changement de paradigme et d'acculturation au berceau. Et d'ailleurs, il y a certains pays qui forment à l'empathie, hein, donc déjà ça, ce serait déjà bien à l'école. Ça aiderait beaucoup. Sur le rapport aux institutions, alors il y a un petit paradoxe aussi. Après, le français est très paradoxal. D'ailleurs, c'est très cliché ce que je viens de dire. Mais c'est-à-dire que et vous en parliez un peu au début, il y a de plus en plus d'exigences portées en tant que citoyens sur les entreprises qui doivent un peu se politiser et qui doivent porter la responsabilité sociale, sociétale, écologique de tout. Les institutions aussi, où on demande un service rendu à l'usager beaucoup plus efficace, parce que forcément, c'est notre argent public, donc on veut aussi savoir comment utiliser notre argent public. On a beaucoup plus d'exigences envers les institutions, parce que c'est l'argent public. On veut savoir comment utiliser notre argent public. Et de fait, plus ou moins consciemment, on développe aussi une sorte on va dire, d'attente forcément déçue de la part de ces institutions, parce qu'elles ne seront jamais à la hauteur, parce que manque de moyens, manque d'effectifs, conditions de travail compliquées, tout ça. Et en même temps, du coup, dans les statistiques, ça fait partie les institutions, des endroits là où, en tout cas, là où il y a un rapport au public direct, là où les gens veulent le moins aller. Parce que justement, ils ne veulent pas subir cette forme de violence sociale qu'il y a envers les institutions, mais que nous-mêmes on crée d'une certaine manière de par nos exigences envers les institutions. Je dis pas qu'on est tous violents, je dis juste que forcément ça durcit les systèmes et ça durcit du coup les conditions de travail dans les institutions. Là où nous, ce qu'on a pu expérimenter, pour donner des choses un peu concrètes, dans les administrations, les institutions, mais ils valent partout, dans les associations, le SS, le secteur privé, c'est un moment, un truc tout simple, c'est s'arrêter, arrêter la machine, fermer le service. Alors vous allez me dire, à l'hôpital, tout ça, j'accompagne des futurs cadres de santé, je connais les problématiques, mais à un moment, c'est s'arrêter pour prendre le temps de discuter, mais discuter du travail et de mieux repartir. Et ça, quand on accompagne des collectifs de travail, quel qu'il soit le secteur, à faire ça, ils repartent beaucoup mieux. Alors, je ne dis pas que c'est durable. Pour que ça soit durable, il faudrait vraiment que ces moments soient vraiment institués dans l'organisation du travail. Mais c'est un truc très simple qui fait beaucoup de bien. Et en fait, on se rend compte qu'on ne perd pas forcément du temps à discuter du travail. Et discuter du travail, c'est aussi travailler. Et que voilà, des fois, quand on s'arrête et qu'on prend un peu de hauteur et qu'on essaie de sortir des cadres, comme disait monsieur aussi, sortir des normes, sortir des cadres, penser autrement, on se rend compte qu'on a beaucoup plus de marge de manœuvre que ce qu'on pense, y compris dans les institutions, y compris à l'hôpital. On a beaucoup plus de marge de manœuvre, et nous, c'est ce qu'on essaie dans les accompagnements de faire révéler. C'est les marges de manœuvre de chaque manager, de chaque encadrant, de chaque coordonnateur, de chaque salarié. On a tous des marges de manœuvre. Encore faut-il pouvoir se poser pour analyser son travail, analyser comment on le fait, imaginer d'autres possibles, essayer et faire des retours d'expérience. Donc on ne réglera pas le problème des effectifs et du budget attribué aux grosses institutions, effectivement, de santé ou d'éducation. Pour autant, il y a des petites choses à la main des managers qui sont accessibles. Encore faut-il qu'on leur donne le moyen d'y accéder, quoi.
Du coup, moi, j'ai une question. Alors, je suis arrivé en cours, j'espère que vous n'y avez pas répondu au début, mais moi, je travaille sur les questions du numérique. Et du coup, tout à l'heure, vous avez parlé d'ubérisation. Donc, l'ubérisation, qu'est-ce que c'est? C'est juste des grandes plateformes, en général multinationales, qui mettent en relation des clients avec des prestataires. Mais le problème, c'est que ces prestataires, en général, sont auto-entrepreneurs, et c'est là que le bas blesse. Ma question, c'est: est-ce que les coopératives d'entrepreneurs pourraient apporter une réponse à ce problème d'ubérisation qu'on a actuellement? Courage. Je pense que je vais laisser Émilie répondre, mais oui, le principe de base, c'est qu'effectivement, il y a plus de sécurité au travail, mais qu'il y a quand même la réponse possible d'un entrepreneur à une demande. Donc, vraiment, pour moi, quand on est entrepreneur en coopérative d'activité et d'emploi, on répond à ce type de sujet. Le problème aussi de l'ubérisation, c'est cet aspect de précarité. Et il y a la question du coût du service aussi qu'il y a derrière, puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on est auto-entrepreneur, on a très peu de charges, mais très peu de protection. Là, aujourd'hui, en étant entrepreneur salarié associé, je paye mes charges salariales, mais aussi mes charges patronales. Donc, effectivement, c'est un salaire chargé qu'il faut sortir, et donc c'est une prestation qui va être facturée plus cher. Donc, c'est aussi la question du déséquilibre entre une espèce de sous-prolétariat qui va travailler pour rien du tout, et des plateformes qui vont être décisionnaires de tout. Donc, en fait, la CAE ne peut pas régler ce problème fondamental, à mon avis, mais... Alors oui, forcément, les coopératives sont une réponse. Et là, pour preuve, entre 2005 et 2020, le nombre de coopératives a doublé en France, au même moment où cet auto-entrepreneuriat, pour rappel, en termes de création d'entreprise, le premier secteur d'activité dans lequel on crée des boîtes, c'est les transports. Et les transports, c'est quoi? C'est les coursiers, Deliveroo, Uber, etc. Donc oui, bien sûr qu'elles sont une réponse, et pas seulement en termes de sécurisation et de droits sociaux. Elles sont aussi une réponse en termes de qualité de vie au travail, parce qu'on se forme dans les coopératives. Elles sont une réponse en termes aussi d'isolement. Les entrepreneurs seuls sont hyper précarisés, et on commence là à se poser des questions depuis une dizaine d'années sur la santé du dirigeant et des entrepreneurs individuels notamment. Donc il y a aussi d'autres formes de réponses. Et puis il y a aussi un partage de valeurs, et on a vu plein d'initiatives émerger. Localement à Bordeaux, on l'a vu avec les coursiers bordelais. Plus nationalement, on aura cet après-midi Chahine qui viendra nous raconter l'expérience des licornes, et notamment dans le secteur de la mobilité, des transports, de l'énergie, où les coopératives viennent proposer des solutions vertueuses, dans une vision collective, pour le bien commun, économiquement solide, durable. Chez Coaction, la coopérative est née dans le sud Gironde, dans des territoires ruraux extrêmement précaires. Ça fait 11 ans que la coopérative se déploie et qu'elle est solide. On assume bien nos chiffres, on a un beau résultat sur l'exercice de l'année dernière, parce que le parti est pris de mettre en réserve tout le gras qui sera fait à la fin de l'année. Et ce qui fait qu'on est serein. Donc oui, les coopératives, elles sont vertueuses, pas seulement au niveau de l'entrepreneur, mais sur l'ensemble du collectif, de la société, de son écosystème et de ses parties prenantes. Est-ce qu'on prend une dernière question pour clôturer cette matinée, que l'on puisse aller... boire un verre ensemble. Oui, moi je me demandais toujours dans ma question par rapport à l'ubérisation, est-ce que les coopératives d'entrepreneurs peuvent avoir un poids national, aller parler directement à l'État en leur disant regardez, il y a ce problème d'ubérisation à ces grandes entreprises qui sont dans des paradis fiscaux en Union européenne, mais des paradis fiscaux quand même. Nous, on est en capacité d'apporter une réponse à cette problématique parce qu'on est déjà organisé. Et en fait, ça rentre déjà dans notre secteur d'activité, le fait de prendre des auto-entrepreneurs et de les faire travailler dans de bonnes conditions. Du coup, est-ce que naïvement, on ne pourrait pas demander à l'État, est-ce que ces multinationales, on ne pourrait pas les remplacer par nous, les coopératives d'entrepreneurs qui sont natives? Alors, aller jusqu'à les remplacer, je ne sais pas. Mais en tout cas, les coopératives agricoles ont su le faire une fois qu'elles ont eu du poids sur le plan économique. Les coopératives d'activité, c'est plus récent. Le mouvement est émergent, ça fait 20 ans. On répond à des problèmes de société qui sont plutôt récents, à cette dynamique là d'économie entrepreneuriale. Moi, je crois que quand on va avoir atteint une masse critique, un seuil, un poids économique, là, on va pouvoir aller négocier. Pour l'instant, on est trop petit.
Et pourtant, les collectifs se rassemblent. Hein. Il y a une fusion de l'ensemble des coopératives d'activité en France, des SCOP, des SIC. Donc il y a un mouvement qui est intéressant. Mais je pense que pour l'instant, il faut encore qu'on fasse nos preuves, et notamment sur le poids économique. Quand on sera un acteur fort et qu'on va peser, là, on aura des arguments pour aller discuter et proposer des choses. Mais pour l'instant, il y a une forme de condescendance des acteurs de l'économie classique et que l'on peut comprendre au regard de notre poids et de ce que l'on représente. Mais j'y crois, dans l'avenir du travail. On se quitte sur cette note positive. Merci à vous.